Vous qu'un milliardaire puisse tout perdre par amour. Voici l'histoire de Karim Al-Nasser, un magnate arabe qui a découvert que le vrai luxe n'était pas de pouvoir acheter le monde, mais de choisir d'y rester. Entre Dubaï et Paris, entre pouvoir et paternité, entre passé et présent, préparez-vous pour un voyage où chaque décision peut changer une vie à jamais. Vous ne verrez plus jamais l'amour comme avant. Le hall du Ritz bruissait de cette élégance feutrée qui caractérise les palaces parisiens. Marbre veiné, dorure discrète, et cette lumière tamise qui transforme chaque visiteur en protagoniste d'un roman. Karim Al-Nasser traversait cet espace familier avec l'assurance de celui qui y avait ses habitudes depuis l'adolescence. Costume Savile Row, impeccable, montre Patek Philippe au poignet, il incarnait cette aristocratie moderne où l'héritage se conjugue au présent de l'indicatif. Un an. 365 jours exactement depuis son dernier passage à Paris. Dubaï l'avait réclamé pour des investissements dans l'intelligence artificielle, des négociations avec des consortiums chinois, des signatures de contrats qui se comptaient en milliards. Mais Paris restait son refuge, cette ville où il pouvait marcher anonymement le long de la Seine, sans que chaque pas ne soit calculé en termes de stratégie financière. Il ajustait sa veste quand le temps s'arrêta. Camille Laurent se tenait près de la réception, silhouette gracile, dans un manteau beige qui avait connu de meilleurs jours. Ses cheveux châtains encadraient un visage aux traits fins, ses pommettes hautes qu'il avait si souvent caressées du bout des doigts. Elle parlait à voix basse avec le concierge, et cette mélodie particulière de sa voix française, précise, musicale, lui revint en mémoire comme un refrain oublié. Mais ce ne fut pas Camille qui coupa le souffle de Karim. Ce fut l'enfant dans ses bras. Car tel était son prénom, il l'apprendrait plus tard, avait 18 mois et ses yeux sombres, profonds, qui ne mentent jamais sur leur origine. Les mêmes que Karim découvrait chaque matin dans son miroir. Les mêmes que son grand-père, le patriarche Al-Nasser, avait légué à toute sa descendance comme une signature génétique indélébile. L'enfant regardait autour de lui avec cette curiosité émerveillée, propre à cet âge où le monde entier semble conçu pour l'exploration. Ses petites mains potelées agrippaient le col de sa mère, et quand ses yeux croisèrent ceux de Karim, quelque chose de primordial se produisit. Une reconnaissance silencieuse, instinctive, que ni l'un ni l'autre ne pouvaient encore nommer. Karim sentit ses jambes fléchir. Le hall du Ritz, avec ses dorures et son faste, sembla soudain dérisoire face à cette révélation muette. Les conversations en plusieurs langues devinrent un bourdonnement sourd. Les valises qui roulaient sur le marbre se transformèrent en bruit de fond insignifiant. Il n'y avait plus que ses yeux sombres, ce petit visage aux traits qui portaient déjà l'empreinte de 2 héritages. Camille se retourna, alerté peut-être par cette sensation particulière qu'on éprouve quand un regard nous transperce. Leurs yeux se rencontrèrent par-dessus la tête de l'enfant, et Karim vit dans les siens un mélange explosif de surprise, de colère et de quelque chose qui ressemblait à de la résignation. Elle avança vers lui, pas lent et mesuré, comme si chaque enjambée pesait le poids d'une décision irrévocable. Louis babillait maintenant, pointant du doigt les lustres de cristal qui captaient la lumière automnale de Paris. « Karim », dit-elle simplement. Sa voix n'avait pas changé. Toujours cette précision dans les consonnes, cette élégance naturelle qui faisait d'elle une traductrice recherchée dans les cercles diplomatiques. Mais il y avait maintenant quelque chose de nouveau, une autorité qu'elle ne possédait pas avant, cette assurance particulière que donne la maternité. « Camille », réussit-il à articuler, bien que sa gorge semblât s'être refermée. Il regardait alternativement son visage et celui de l'enfant, cherchant dans ses traits une confirmation de ce que son instinct lui criait déjà. Louis choisit ce moment pour tendre ses petits bras vers lui, geste innocent qui fit l'effet d'une décharge électrique. « Il s'appelle Louis », dit Camille, répondant à la question qu'il n'avait pas encore formulée. « Louis Laurent, il a 18 mois. » Elle marqua une pause, laissant l'arithmétique simple faire son œuvre dans l'esprit de Karim. 18 mois.
9 mois de grossesse, 27 mois en arrière. Cela correspondait exactement à ces dernières semaines qu'ils avaient passées ensemble, avant que les affaires ne l'appellent à Dubaï, avec une urgence qui ne souffrait aucun délai. Le hall du Ritz continuait sa vie bruissante et luxueuse, indifférent au séisme personnel qui se jouait entre ses murs. Un homme en smoking donnait des instructions pour une réception. Une femme en fourrure discutait avec animation au téléphone. Des touristes japonais photographiaient l'escalier d'honneur. Karim tendit la main vers Louis, geste automatique, presque magnétique. L'enfant la saisit avec cette confiance absolue des très jeunes enfants, et Karim sentit pour la première fois de sa vie ce que pouvait signifier l'expression « chair de sa chair ». Ses petits doigts qui enserraient son index portaient ses gènes, son histoire, son avenir. « Pourquoi ?» commença-t-il. Mais Camille l'interrompit d'un regard. « Pas ici », dit-elle en désignant discrètement les curieux qui commençaient à les observer. « Pas maintenant », elle avait raison. Le Ritz n'était pas l'endroit pour ce genre de conversation. Trop de regards, trop d'oreilles indiscrètes, trop de téléphones qui pouvaient transformer ce moment privé en scandale public. Karim hocha la tête, l'esprit en ébullition. 1000 questions se bousculaient dans sa tête, 1000 explications possibles, 1000 scénarios qu'il aurait dû envisager, mais qu'il avait repoussés dans cette part de lui-même où l'on range les responsabilités qu'on préfère ignorer. Louis babillait toujours, regardant alternativement sa mère et cet homme inconnu qui semblait fasciné par sa simple présence. Dans ses yeux innocents, il n'y avait aucune trace du drame qui se jouait au-dessus de sa tête, aucune conscience de la façon dont sa simple existence venait de faire basculer l'univers de deux adultes. « Il faut qu'on parle », dit finalement Karim. « Il fallait qu'on parle il y a 18 mois », répliqua Camille avec une amertume qu'elle ne cherchait pas à dissimuler. Elle ajusta Louis sur sa hanche, geste maternel et protecteur qui ne laissait aucun doute sur ses priorités. Cet enfant était son monde, sa responsabilité, sa vie entière. Et Karim, malgré ce sang qu'il partageait avec lui, n'était encore qu'un étranger qui surgissait de nulle part avec ses costumes coûteux et ses questions tardives. Le luxueux hall du Ritz, temple de l'élégance et du raffinement, ne semblait plus qu'un décor dérisoire face à cette réalité brute. Un homme qui découvrait qu'il était père, une femme qui avait élevé seule l'enfant qu'ils avaient conçu, et entre eux, un petit garçon aux yeux sombres, qui ignorait encore qu'il venait de réunir deux mondes que tout opposait. Le café de Flore n'avait pas changé. Banquette rouge fatiguée, miroir terni par des décennies de conversations secrètes, et cette atmosphère de bohème parisienne qui survivait miraculeusement aux assauts du tourisme de masse. Camille avait choisi cette table d'angle, celle qui offrait une vue sur le boulevard Saint-Germain sans être trop exposée aux regards curieux. Louis dormait dans sa poussette, épuisé par l'émotion de la matinée. Ses petites mains serraient un lapin en peluche élimé, et sa respiration régulière contrastait avec la tension palpable qui régnait entre ses parents. Karim observait son fils avec une fascination qu'il ne cherchait pas à dissimuler. Chaque détail lui sautait aux yeux, la courbe de ses sourcils, identique aux siens, la forme de ses oreilles, cette petite fossette au menton qu'il tenait de son grand-père maternel. Comment avait-il pu ignorer l'existence de cet enfant pendant 18 mois? « J'ai essayé de te joindre », dit Camille sans préambule, remuant machinalement son café au lait. « Pendant des semaines, tes emails revenaient avec un message d'erreur, tes numéros étaient déconnectés. Comme si tu avais décidé d'effacer toute trace de ton passage à Paris. » Sa voix était calme, trop calme, comme celle de quelqu'un qui a appris à maîtriser sa colère pour survivre. Karim sentit un poids s'installer dans sa poitrine. Il se souvenait vaguement de cette période chaotique où son père avait décidé de restructurer toute leur infrastructure de communication pour des raisons de sécurité. Nouveaux serveurs, nouvelles adresses, nouveaux protocoles. Dans l'urgence des affaires, il n'avait pensé à prévenir personne de ces changements. « Je ne savais pas », murmura-t-il, conscient de la faiblesse de cette excuse. « Tu ne savais pas ou tu ne voulais pas savoir », répliqua Camille, avec une amertume qui lui coupa le souffle. « Parce que quand j'ai finalement réussi à obtenir un numéro par ton bureau de Dubaï, une femme m'a répondu.
Une femme qui parlait un français parfait et qui m'a clairement fait comprendre que M. Al-Nasser était désormais marié et qu'il ne souhaitait pas être dérangé par ses anciennes relations. Le sang de Karim se glaça. Il connaissait cette voix, ce français parfait teinté d'un léger accent du Golfe. Amira, l'assistante personnelle de sa mère, formée dans les meilleures écoles suisses et chargée de protéger la réputation de la famille. Combien de fois avait-elle intercepté des appels, filtré des messages, éloigné des importuns au nom de l'honneur des Al-Nasser? « Je n'ai jamais été marié, dit-il d'une voix rauque. Jamais. Cette femme. Elle n'avait aucun droit de dire ça. » Là, Camille le regarda avec cette expression qu'il connaissait bien, ce mélange de scepticisme et de lassitude qui avait marqué les dernières semaines de leur relation. À l'époque déjà, elle avait du mal à croire que leur monde pouvait coexister. « Peu importe maintenant, soupira-t-elle en regardant Louis. Ce qui compte, c'est que j'ai passé 9 mois à porter ton enfant en me demandant si tu allais revenir. J'ai accouché seul, Karim. Seul dans une clinique de Belleville, pendant que tu signais tes contrats à l'autre bout du monde. » L'image s'imposa à lui avec une violence inattendue. Camille, le visage déformé par la douleur, serrant la main d'une sage-femme inconnue pendant qu'elle donnait naissance à leur fils. Pendant ce temps, lui dînait probablement dans un restaurant étoilé de Dubaï, discutant de fusions-acquisitions avec des hommes en costume sur mesure. « Les premières nuits, continua Camille d'une voix qui se brisait légèrement, quand Louis pleurait et que je ne savais plus quoi faire, je me demandais comment tu réagirais si tu étais là, si tu prendrais le relais, si tu chanterais pour l'endormir, si tu saurais le consoler quand il faisait ses dents. » Elle marqua une pause, les yeux brillants de larmes contenues. « Et puis j'ai arrêté de me poser ces questions, parce qu'être père, ce n'est pas apparaître quand ça vous arrange. C'est être là tous les jours, pour les sourires et pour les pleurs, pour les nuits blanches et les premières dents, pour les fièvres qui font peur et les premiers pas qui rendent fiers. » Karim ferma les yeux, assailli par le poids de tous ces moments perdus. 18 mois de vie qu'il ne rattraperait jamais. 18 mois pendant lesquels son fils avait grandi, appris à marcher, à babiller, à sourire, sans même connaître son existence. « Raconte-moi, » dit-il soudain. « Ces premiers mots, ces premiers pas, tout ce que j'ai raté. » Camille l'observa longuement, surprise par la sincérité de sa demande. Puis, lentement, comme si elle ouvrait un livre précieux, elle commença à égrener les souvenirs. Il a dit « maman » à 8 mois. Il a marché à 13 mois en s'accrochant au canapé du salon. Il adore les histoires, surtout celles où il y a des animaux. Il refuse catégoriquement de manger des épinards, mais il ferait n'importe quoi pour une compote de pommes. Sa voix se réchauffait au fur et à mesure qu'elle parlait, et Karim entrevoyait la mère aimante qu'elle était devenue. Cette transformation le fascinait et l'effrayait à la fois. La Camille qu'il avait connue était brillante, ambitieuse, indépendante. Cette nouvelle Camille portait les mêmes qualités, mais elles étaient désormais entièrement dédiées à cet enfant qui dormait paisiblement entre eux. « Où habitez-vous » demanda-t-il. « Belleville. Un 2 pièces au 4e étage, sans ascenseur. Pas tout à fait le standing du Ritz, mais Louis s'y sent chez lui. » L'ironie de sa remarque n'échappa pas à Karim. Belleville. Ce quartier populaire et cosmopolite, à 1000 lieues des beaux quartiers où il avait ses habitudes. Il imagina Camille, gravissant ses 4 étages avec Louis dans les bras, les courses de la semaine, la poussette qu'il fallait porter. « Je veux l'aider, » dit-il impulsivement. « Vous aider. Financièrement, je veux dire. Un appartement plus grand, une nounou, tout ce dont vous avez besoin. » Le regard de Camille se durcit instantanément. « Tu crois que c'est ça qu'il nous faut? De l'argent ?» siffla-t-elle. « Louis n'a besoin ni d'un appartement plus grand, ni d'une nounou. Il a besoin d'un père, un vrai, pas un chéquier avec des excuses. » La gifle était cinglante et parfaitement justifiée. Karim réalisa qu'il venait de reproduire exactement le schéma qu'il connaissait par cœur. Face à un problème, sortir le carnet de chèques. C'était ainsi que sa famille avait toujours fonctionné. L'argent comme solution universelle, comme substitut à l'engagement personnel. Louis remua dans son sommeil, émettant un petit soupir qui fit fondre le cœur de Karim. Ce son innocent,
ce souffle de vie qu'il avait contribué à créer, valait plus que tous les contrats qu'il avait signés. « Alors apprends-moi, dit-il d'une voix qu'il ne se connaissait pas, apprends-moi à être son père. » Camille le regarda longuement, cherchant dans ses yeux la sincérité de cette demande. Dehors, Paris continuait sa danse éternelle, indifférente à ce drame intime qui se jouait dans l'un de ses cafés les plus célèbres. Des passants pressés, des klaxons impatients, la vie qui continue pendant que deux êtres humains tentent de reconstruire un pont par-dessus 18 mois de silence. « Ce n'est pas si simple, » murmura-t-elle finalement. « On ne devient pas père du jour au lendemain. Et Louis ne te connaît pas. Il va avoir peur, il va pleurer. Tu es un étranger pour lui. Alors, laisse-moi ne plus en être un, insista Karim. Donne-moi une chance de rattraper le temps perdu. » Dans la poussette, Louis ouvrit ses grands yeux sombres, comme s'il avait senti l'intensité de la conversation. Son regard se posa alternativement sur sa mère et sur cet homme qui lui ressemblait tant, et pour la première fois depuis le matin, il sourit. Un sourire innocent, désarmant, qui portait en lui toutes les promesses et tous les défis à venir. Le jardin des Tuileries baignait dans cette lumière dorée d'octobre qui transforme Paris en carte postale. Les marronniers perdèrent leurs feuilles dans un ballet silencieux, et l'air frais portait ce mélange unique de terre humide et de marron grillé qui annonce l'automne parisien. Camille avait imposé ses conditions avec la précision d'une diplomate. Rencontre publique uniquement, durée limitée, aucun cadeau extravagant, aucune promesse qu'il ne pourrait tenir. « Louis n'est pas un jouet qu'on sort de sa boîte quand l'envie nous prend », avait-elle précisé d'un ton qui ne souffrait aucune contradiction. Karim l'avait écouté sans broncher, acceptant chaque règle comme une pénitence méritée. Il était arrivé une demi-heure en avance, arpentant les allées avec cette nervosité qu'il n'avait jamais ressentie avant aucune négociation, fût-elle de plusieurs milliards. Louis trottinait maintenant entre les chaises métalliques du jardin, poursuivant les bulles de savon qu'un artiste de rue faisait danser dans l'air. Ses petites jambes, potelées, le portaient avec cette maladresse adorable des enfants qui découvrent encore l'équilibre. Il riait aux éclats chaque fois qu'une bulle éclatait près de son visage, et ce son cristallin faisait quelque chose d'étrange au cœur de Karim. « Il est magnifique », murmura-t-il, incapable de détacher son regard de cette petite tornade en salopette bleue. Camille, assise sur un banc, surveillait chaque mouvement de son fils avec cette vigilance particulière des mères. Elle portait un pull en laine crème qui soulignait la délicatesse de ses traits, et Karim retrouvait malgré lui l'attraction qu'elle avait toujours exercée sur lui. « Il ressemble beaucoup à sa grand-mère maternelle », dit-elle avec un sourire en coin. Heureusement pour lui, l'ironie était légère, presque affectueuse, et Karim y décela un premier signe d'apaisement. Peut-être que cette rencontre en terrain neutre permettrait de construire quelque chose de nouveau entre eux. Louis s'approcha soudain, attiré par la montre de Karim qui captait les rayons du soleil. Il tendit sa petite main avec cette confiance absolue des enfants qui ne connaissent pas encore la peur de l'étranger. « Elle brille », dit-il de sa voix de bébé, prononçant les syllabes avec cette application touchante des tout-petits. Karim sentit sa gorge se nouer, les premiers mots que son fils lui adressait directement. Il détacha sa Patek Philippe, cette montre qui valait plus que la plupart des voitures, et la tendit à Louis avec des gestes précautionneux. « Fais attention, c'est fragile », dit Camille automatiquement. Mais Louis maniait déjà l'objet avec cette délicatesse instinctive qu'ont les enfants pour les choses importantes. Il observait le cadran avec fascination, le secouait légèrement pour entendre le mécanisme, puis le rendit à Karim avec un sourire radieux. « Merci », dit-il poliment. Et Karim réalisa que Camille lui avait enseigné les bonnes manières. « De rien, commença Karim, puis s'arrêta. « Et comment appeler cet enfant ? Mon fils semblait présomptueux, Louis trop distant, mon petit homme trop familier. Tu peux dire merci à Karim, Louis. » L'enfant répéta consciencieusement « Merci, Karim ». Ce prénom déformé par la bouche enfantine eut l'effet d'une bénédiction. Karim sentit quelque chose se briser en lui, une muraille qu'il n'avait même pas conscience d'avoir érigée. Louis repartit vers les bulles de savon, mais cette fois, il revint vers Karim, lui prit la main et l'entraîna dans sa course. Ses petits doigts dans les siens, cette confiance spontanée,
cette façon de l'inclure naturellement dans son jeu, tout cela créait une émotion que Karim n'avait jamais éprouvée. Ils coururent ensemble après les bulles irisées, Karim s'agenouillant pour se mettre à la hauteur de son fils, oubliant que son costume Brioni n'était pas vraiment conçu pour ce genre d'activité. Louis expliquait gravement la technique de capture des bulles, commentait leur taille et leur couleur avec le sérieux d'un expert en la matière. « Celle-là, elle est grosse !» s'exclamait-il en pointant une bulle particulièrement volumineuse. « Énorme !» renchérit Karim, et Louis éclata de rire devant cet adulte qui entrait dans son jeu. Le téléphone de Karim vibra, puis encore, et encore. Il l'ignora d'abord, puis le sortit machinalement de sa poche. 12 appels manqués d'Omar, son frère. 3 messages urgents de son assistant. Une notification de transfert bancaire qui nécessitait sa validation immédiate. Le monde des affaires le rattrapait, implacable comme une marée. Karim regarda l'écran, puis Louis qui attendait qu'il revienne jouer, puis Camille qui observait la scène avec attention. « Réponds », dit-elle d'un ton neutre, « si c'est important. » Mais c'était justement le piège. Pour un homme comme Karim, tout était toujours important. Chaque appel pouvait représenter des millions, chaque décision retardée pouvait coûter des parts de marché. Il avait vécu toute sa vie adulte dans cette urgence permanente où l'instant présent n'existait que comme préparation de l'instant suivant. On joue encore ? Karim regarda son fils, puis son téléphone. Une seconde qui valait des millions contre un moment qui n'avait pas de prix. Il éteignit l'appareil et le remit dans sa poche. « On joue encore », dit-il à Louis. Le sourire de Camille valait toutes les approbations du monde. L'après-midi passa avec cette rapidité particulière des moments de bonheur. Karim découvrit que Louis adorait être porté sur les épaules, qu'il connaissait le nom de tous les oiseaux du jardin, qu'il avait une peur inexplicable des chiens, mais adorait les pigeons. Il apprit à attacher de petites chaussures, à essuyer un nez qui coule, à traduire les pleurs en besoins concrets. Quand Louis réclama sa tétine et se blottit dans les bras de Camille, Karim comprit que la journée touchait à sa fin. L'enfant était fatigué et cette fatigue le rendait plus méfiant envers ce nouvel adulte dans sa vie. « Il faut qu'on rentre », dit Camille en berçant doucement son fils. « C'est l'heure de son goûter et de sa sieste. » Karim hocha la tête, mais il ne pouvait s'empêcher de regarder Louis avec cette avidité du père qui découvre. Chaque expression, chaque geste, chaque son lui semblait précieux, digne d'être mémorisé. « Quand peut-on se revoir ?» demanda-t-il. Camille réfléchit un moment, observant Louis qui s'endormait déjà contre son épaule. « Demain, même heure, si tu veux. » Mais Karim, elle marqua une pause, « il faut que tu saches que ce n'est que le début. Être père, ce n'est pas 3 heures par jour dans un jardin public. C'est les nuits blanches, les colères, les caprices, les maladies. C'est un engagement total, pas une activité de loisir. »« Je sais, » dit-il, même s'il n'en était pas sûr. « Non, tu ne sais pas, » répliqua-t-elle avec douceur, « mais tu peux apprendre, si tu le veux vraiment. » En rentrant chez lui, Karim alluma son téléphone. 28 appels manqués, 43 messages et un email de son frère marqué « Urgent », répondre immédiatement. Pour la première fois de sa vie, il les ignora tous. Dans sa suite du Georges V, en regardant Paris s'illuminer sous sa fenêtre, il ne pensait qu'à une chose, les petits doigts de Louis dans les siens et ce rire cristallin qui résonnait encore dans sa mémoire comme la plus belle des mélodies. L'appartement de Belleville n'avait rien des palaces auxquels Karim était habitué. 2 pièces au 4e étage, des murs qui gardaient l'écho des voisins, une cuisine où il fallait se contorsionner pour ouvrir le réfrigérateur. Mais ce soir-là, cet espace modeste était devenu le centre de son univers. Camille était partie en urgence. Sa mère avait fait une chute dans sa maison de Normandie et l'hôpital avait insisté pour qu'un proche se déplace immédiatement. « Je reviens demain soir au plus tard », avait-elle dit en rassemblant rapidement quelques affaires. « Tu es sûr que ça va aller ?» Karim avait hoché la tête avec plus d'assurance qu'il n'en ressentait. Après tout, combien cela pouvait-il être compliqué de s'occuper d'un enfant de 18 mois pendant 24 heures? Il avait eu sa réponse 3 heures plus tard. Louis brûlait de fièvre. Son petit corps était secoué de frissons, ses joues cramoisies contrastaient avec la pâleur de son front.
Il pleurait d'une façon que Karim n'avait jamais entendue. Un gémissement plaintif qui lui vrillait le cœur. « Maman !» sanglotait Louis entre deux hoquets. « Je veux maman !» Karim se sentait complètement démuni. Il avait dirigé des conseils d'administration, négocié avec des chefs d'État, pris des décisions impliquant des milliards d'euros. Mais face aux larmes de son fils malade, toute son expérience ne lui servait à rien. Il avait d'abord essayé d'appeler Camille, mais son téléphone tombait directement sur messagerie. L'hôpital de Normandie avait probablement des zones blanches, et elle était sans doute au chevet de sa mère. Appeler un médecin, à cette heure, pour une simple fièvre, il ne voulait pas passer pour un père paniqué au premier bobo. Louis refusait de boire, repoussait la cuillère de sirop que Karim tentait de lui donner. Les instructions de Camille étaient pourtant claires, griffonnées sur un post-it collé sur le réfrigérateur. Doliprane toutes les 6 heures, beaucoup d'eau, baisser la température avec un gant humide. Simple, en théorie. Impossible en pratique quand l'enfant se débat comme un petit diable et que ses pleurs redoublent dès qu'on s'approche. « Allez, Louis !» murmurait Karim en essuyant son propre front en sueur. « Il faut que tu boives ça, ça va te faire du bien. » Mais Louis détournait la tête, ses petits poings serrés repoussant tout ce que son père tentait de lui donner. La fièvre montait et Karim commençait à paniquer sérieusement. Et si c'était grave ? Et si c'était plus qu'une simple fièvre? Les histoires terrifiantes qu'il avait entendues sur la méningite, les convulsions fébriles, toutes ces catastrophes qui frappent les enfants en bas âge défilaient dans son esprit. Il prit Louis dans ses bras, sentant la chaleur anormale de son petit corps contre sa poitrine. L'enfant se calma un peu, épuisé par ses pleurs, mais continuait de gémir doucement. Karim commença à marcher de long en large dans le petit salon, berçant machinalement son fils. Et là, sans vraiment y penser, il se mit à chantonner. C'était une berceuse en arabe que sa propre mère lui fredonnait quand il était petit, lors de ses rares moments de tendresse. « Ya Nour el Aini, Ya Habib Galbi » Les mots lui revenaient naturellement, avec cette mélodie douce que sa mémoire avait conservée intacte depuis l'enfance. Louis cessa peu à peu de pleurer. Sa respiration se fit moins saccadée, ses petits poings se détendirent. Il leva vers Karim ses grands yeux brillants de fièvre et quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance ancestrale, plus profonde que les mots ou même que la conscience. « Ya Nour el Aini » continuait Karim d'une voix de plus en plus assurée. « Ya Habib Galbi, Naam, Naam, Ya Roi, lumière de mes yeux, amour de mon cœur. Dors, dors, mon âme. » Ces mots d'amour dans la langue de ses ancêtres semblaient avoir un pouvoir magique sur Louis. L'enfant se blottissait maintenant contre l'épaule de son père, ses pleurs remplacés par une respiration plus paisible. Karim continua de chanter en marchant, découvrant dans ce geste millénaire une vérité qui échappait à tous ses raisonnements d'homme d'affaires. Il n'était plus le PDG d'un empire financier, il n'était plus l'héritier d'une dynastie. Il était juste un père qui berçait son enfant malade. Quand Louis finit par s'endormir, Karim n'osa plus bouger. Il resta debout au milieu du salon, son fils dans les bras, écoutant sa respiration qui s'apaisait progressivement. La fièvre semblait diminuer. Le petit visage retrouvait peu à peu des couleurs normales. Il ne vit pas Camille entrer. Elle avait pris le premier train du matin, rongée d'inquiétude à l'idée d'avoir laissé Louis malade. Elle ouvrit la porte de l'appartement et découvrit cette scène qui la figea sur le seuil. Karim endormi dans le fauteuil, Louis blotti contre sa poitrine, tous les deux respirant au même rythme. Sur la table basse, le thermomètre indiquait une température normale et une tasse de tisane refroidie témoignait d'une nuit de veille. « Comment ça s'est passé ?» chuchota-t-elle. Karim ouvrit les yeux, clignant pour chasser la fatigue. Il avait dormi 3 heures tout au plus, mais il se sentait paradoxalement reposé. « Il a eu beaucoup de fièvre, » murmura-t-il pour ne pas réveiller Louis. « J'ai cru que j'allais devenir fou. Et puis j'ai chanté, en arabe, comme ma mère le faisait quand j'étais petit. » Camille s'approcha doucement, observant son fils qui dormait paisiblement. Elle posa la main sur son front. Plus de fièvre, juste cette chaleur normale d'un enfant qui dort profondément. « Tu as bien fait, » dit-elle simplement. Mais dans ses yeux, Karim lut quelque chose de nouveau. Plus de méfiance,
plus de cette distance protectrice qu'elle maintenait depuis leur retrouvaille. Une reconnaissance tacite que quelque chose avait changé pendant cette nuit. Il a dit « Baba », ajouta Karim d'une voix émue, vers 4 heures du matin, quand la fièvre est tombée. Il a dit « Baba » en me regardant. Camille sentit sa gorge se serrer. Louis n'avait jamais appelé personne ainsi. Ce mot arabe pour papa, il avait dû l'entendre dans les berceuses de Karim et l'adopter instinctivement. « Tu sais ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle. « Que je ne suis plus un étranger pour lui », répondit Karim en caressant doucement les cheveux de son fils. Louis remua dans son sommeil, murmurant quelque chose d'incompréhensible avant de se rendormir plus profondément. Dehors, Belleville se réveillait avec ses bruits familiers. Les volets qui s'ouvrent, les premiers métros, les boulangers qui déchargent leurs marchandises. « Comment va ta mère ?» demanda Karim. « Fracture du poignet, rien de grave, mais elle a eu peur, et moi aussi. Quand on vieillit, chaque chute fait craindre le pire. » Ils restèrent silencieux un moment, unis dans cette veille parentale qui transcende tous les conflits. Louis dormait entre eux, inconscient d'avoir tissé cette nuit un lien nouveau entre ses parents. « Karim, » dit finalement Camille, « ce que tu as fait cette nuit, c'est exactement ce qu'un père doit faire, être là, dans les moments difficiles, sans mode d'emploi, sans certitude, juste avec son instinct et son amour. J'ai eu si peur, avoua-t-il, peur de mal faire, peur qu'il arrive quelque chose, peur de ne pas être à la hauteur. C'est ça, être parent, sourit Camille. Avoir peur tout le temps et le faire quand même. Louis ouvrit soudain ses grands yeux, regardant alternativement sa mère et cet homme qui l'avait bercé toute la nuit. Il sourit, de ce sourire radieux des enfants au réveil, étendit les bras vers Karim. « Baba », dit-il clairement. Et dans ce mot simple, dans cette reconnaissance innocente, Karim comprit qu'il venait de franchir un seuil irréversible. Il n'était plus seulement le géniteur biologique de cet enfant, il était devenu son père. L'équilibre fragile que Karim et Camille avaient commencé à construire vola en éclats un mardi matin d'octobre, quand 2 femmes sonnèrent simultanément à la porte de l'appartement de Belleville. Camille ouvrit pour découvrir sa mère, Isabelle Laurent, encore pâle de sa chute mais déterminée à rencontrer ce mystérieux père de son petit-fils. À ses côtés, dans un contraste saisissant, se tenait Leila Al-Nasser, la mère de Karim, drapée dans un manteau de cachemire noir qui coûtait probablement plus que le loyer annuel de l'appartement. « Maman !» balbutia Camille. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Et comment ?»« J'ai pris le premier train ce matin », répondit Isabelle en embrassant sa fille. « Tu pensais vraiment que j'allais rester en Normandie en apprenant que Louis avait un père ?» Nasser, elle, ne dit rien. Elle entra dans l'appartement avec cette autorité naturelle des femmes habituées à commander, ses yeux noirs, scrutant chaque détail du décor modeste. Son regard s'arrêta sur Louis, qui jouait tranquillement avec ses cubes sur le tapis du salon. L'enfant leva la tête, et le silence qui suivit fut chargé d'électricité. Leila s'immobilisa, la main portée à sa poitrine, comme si elle venait de recevoir un choc. « Ya Allah » murmura-t-elle en arabe. C'est exactement le sourire de Karim quand il était bébé. Louis, intrigué par cette nouvelle venue aux bijoux scintillants, s'approcha avec cette curiosité innocente des enfants. Il tendit la main vers un bracelet d'or qui captait la lumière, et Leila s'agenouilla spontanément pour se mettre à sa hauteur. « Bonjour, mon petit prince », dit-elle en français, avec cet accent léger qui trahissait ses origines. « Je suis ta grand-mère Leila. » Louis la regarda avec des yeux ronds, puis se tourna vers sa mère pour confirmation. Camille hocha la tête, encore sous le choc de cette intrusion inattendue. Karim choisit ce moment précis pour sortir de la cuisine, 2 tasses de café à la main. Il s'arrêta net en voyant sa mère, et Camille lut sur son visage un mélange de stupéfaction et de contrariété. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ? Je viens rencontrer mon petit-fils. » répondit Leila avec une simplicité désarmante. « Celui dont personne ne m'a parlé pendant 18 mois. » Le reproche était à peine voilé, et Karim sentit le poids de cette accusation. Comment expliquer à sa mère qu'il n'avait appris l'existence de Louis que quelques jours plus tôt? Isabelle Laurent
observait la scène avec cette perspicacité des institutrices à la retraite qui ont passé leur vie à décrypter les comportements humains. Elle était plus petite que Leila. Ses cheveux gris, soigneusement coiffés, contrastaient avec la chevelure noire, laquée de l'autre femme. Ses vêtements simples juraient avec l'élégance couture de la mère de Karim. « Alors vous êtes la mère du père », dit-elle sans préambule. « J'aimerais comprendre comment votre assistante a pu mentir à ma fille quand elle tentait de vous joindre pour annoncer sa grossesse. » Leila tressaillit. Cette histoire d'appels interceptés, elle la connaissait. Amira, sa secrétaire particulière, avait effectivement pour consigne de protéger la famille des importuns. Combien de fois avait-elle éloigné des prétendantes, des journalistes, des personnes mal intentionnées? « Je ne savais pas, » dit-elle d'une voix moins assurée. « Si j'avais su qu'une femme portait l'enfant de mon fils. »« Vous auriez fait quoi ?» l'interrompit Camille, avec une amertume qui surprit tout le monde. Vous nous auriez proposé de l'argent pour disparaître, vous auriez exigé un test de paternité, vous auriez tenté de nous racheter. Entendu. Louis, sentant la tension, se réfugia dans les jambes de sa mère, son petit visage exprimant une inquiétude qu'il ne comprenait pas. Non, dit finalement Leila, et sa voix portait une sincérité inattendue. J'aurais tout fait pour que mon fils assume ses responsabilités. Un Al-Nasser ne laisse jamais un enfant grandir sans père. Comment as-tu pu ne pas savoir? Comment as-tu pu laisser cette situation se créer? Parce que tes méthodes de protection sont trop efficaces, répliqua Karim avec une colère qu'il ne cherchait plus à contenir. Parce qu'entre tes secrétaires qui filtrent tout et ton obsession du contrôle, j'ai raté les 18 premiers mois de la vie de mon fils. Louis se mit à pleurer, effrayé par ces voix qui montaient. Instantanément, les 4 adultes se turent, unis dans ce réflexe parental de protection de l'enfant. Camille prit Louis dans ses bras, le berçant doucement. « Chut, mon cœur, ce n'est rien. Les adultes discutent, c'est tout. » Mais Louis continuait de sangloter, troublé par cette ambiance hostile qu'il percevait sans la comprendre. Leila s'approcha, sortant de son sac à main un petit jouet en argent, une toupie finement ciselée qui émettait une douce mélodie quand on la faisait tourner. « Regarde, ya Habibi » dit-elle en arabe. « Écoute la musique. » Louis cessa progressivement de pleurer, fasciné par cet objet brillant qui chantait. Il tendit la main pour le toucher, et Leila le lui donna avec un sourire. « Il comprend l'arabe » demanda-t-elle à Karim. « Il a passé une nuit avec moi quand il était malade » expliqua son fils. « Je lui ai chanté des berceuses en arabe. Depuis, il m'appelle Baba. » Leila hocha la tête, visiblement émue. Dans sa culture, cette transmission de la langue ancestrale était fondamentale. Que son petit-fils comprenne déjà quelques mots arabes la touchait plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Isabelle Laurent observait cet échange avec attention. Elle reconnaissait dans Leila cette fierté maternelle qu'elle-même avait ressentie à la naissance de Camille. Mais elle y percevait aussi quelque chose de plus inquiétant, une volonté d'appropriation. « Louis vit ici », dit-elle fermement, avec sa mère. « Dans son environnement, avec ses habitudes, j'espère que nous sommes d'accord là-dessus. »« Bien sûr », répondit Leila, « mais il a aussi une famille paternelle, une histoire, une culture, un héritage qu'il a le droit de connaître. Un Al-Nasser ne peut pas grandir coupé de ses racines. Et un Laurent ne peut pas être arraché à son foyer, rétorqua Isabelle. Le défi était lancé. Camille sentit son appartement se transformer en champ de bataille entre 2 conceptions de l'éducation, 2 visions de l'avenir de son fils. D'un côté, la simplicité bourgeoise française, l'école républicaine, les vacances en Normandie chez grand-mère. De l'autre, le raffinement cosmopolite, les écoles privées internationales, les voyages à Dubaï et les traditions millénaires. Louis, inconscient de l'enjeu, continuait de jouer avec la toupie musicale. Pour lui, c'était juste un beau jour où il avait reçu 2 nouvelles grand-mères et un jouet extraordinaire. « Il faut qu'on parle », dit Karim à sa mère. « Mais pas ici, pas devant Louis. » Leila acquiesça, comprenant que la discussion serait longue et probablement difficile. Elle se tourna vers Camille. « J'aimerais vous inviter à déjeuner demain, vous et Louis.
Il faut que nous apprenions à nous connaître. Au Ritz, je suppose, demanda Camille, avec une pointe d'ironie. Si vous préférez un endroit plus familial, nous pouvons aller ailleurs, répondit Leila sans se démonter. L'important, c'est que nous puissions parler de l'avenir de cet enfant. Quand les deux mères furent parties, l'appartement sembla retrouver sa taille normale. Camille s'effondra sur le canapé, épuisée par cette confrontation inattendue. « Ça va être compliqué », soupira-t-elle. Karim s'assit à côté d'elle, Louis sur les genoux, encore fasciné par sa toupie musicale. « Ma mère n'est pas méchante, dit-il. Elle est juste, habitée par l'idée que la famille Al-Nasser a des devoirs, envers ses enfants, envers l'héritage, envers les traditions. « Et ta mère à toi ?» demanda Louis en regardant Camille. C'était la première fois qu'il faisait le lien entre ses nouvelles venues et le concept de grand-mère. Camille sourit malgré sa fatigue. Maman Isabelle, c'est la maman de maman. Et Leila, c'est la maman de Baba. Louis sembla digérer cette information, puis hocha la tête gravement, comme s'il venait de comprendre quelque chose d'important sur l'organisation du monde des adultes. « Deux mamans de maman ?» demanda-t-il pour être sûr. « Deux grands-mères », corrigea Karim en souriant, « une pour chaque côté de la famille. Elles vont se battre ?» demanda Louis avec l'intuition particulière des enfants. Camille et Karim échangèrent un regard. Comment expliquer à un enfant de 18 mois que sa simple existence venait de déclencher une guerre silencieuse entre deux mondes qui n'étaient pas sûrs de pouvoir coexister? « Non, » mentit Camille, « elles vont apprendre à s'aimer, comme nous tous. » Mais en regardant la toupie d'argent dans les mains de son fils, elle se demandait si c'était vraiment possible. Le bureau d'Omar Al-Nasser occupait tout le dernier étage de la tour Montparnasse. Baies vitrées panoramiques, mobilier design italien, et cette vue imprenable sur Paris qui rappelait constamment que l'argent pouvait acheter les plus beaux points de vue du monde. Omar était arrivé de Dubaï le matin même, et sa présence dans la capitale française ne présageait rien de bon. « 3 semaines, dit-il sans préambule en voyant entrer son frère. 3 semaines que tu ignores mes appels, que tu reportes les réunions, que tu fais comme si l'empire Al-Nasser pouvait tourner sans toi. » Karim s'assit face à lui, notant que son frère avait maigri. Les responsabilités qui lui étaient retombées dessus avaient creusé des rides autour de ses yeux, ajouté quelques fils d'argent à ses tempes. « J'avais des priorités, » répondit Karim simplement. « Des priorités ?» s'emporta Omar. Le consortium chinois a failli retirer sa proposition. Les Saoudiens remettent en question notre partenariat sur les énergies renouvelables. Et toi, tu joues au papa poule dans Belleville. Le mépris dans sa voix était palpable. Pour Omar, cette histoire d'enfant secret relevait du caprice, une lubie passagère qui détournait Karim de ses véritables responsabilités. « Louis n'est pas un caprice », dit Karim d'une voix dangereusement calme. « C'est mon fils. Un fils que tu ne connaissais même pas il y a 1 mois. Un enfant né d'une aventure avec une... » « Attention à ce que tu vas dire, » l'interrompit Karim. Omar se leva, commença à arpenter le bureau avec cette nervosité caractéristique des hommes habitués à contrôler chaque situation. « Écoute-moi bien, Karim. Papa nous a légué un empire, pas seulement des entreprises, pas seulement de l'argent. Une responsabilité envers nos familles, nos employés, nos communautés. Tu ne peux pas tout abandonner pour une histoire d'amour tardive. Qui parle d'abandonner ? Alors reviens, explosa Omar. Reviens à Dubaï, assume ton rôle, et nous trouverons une solution pour cet enfant. Une pension, une éducation dans les meilleures écoles, une reconnaissance officielle si nécessaire. Mais arrête de jouer au père à temps plein. Karim regarda son frère, cet homme avec qui il avait partagé toute son enfance, construit leurs premiers projets entrepreneuriaux, rêvé de conquérir le monde des affaires. Quand avait-il cessé de se comprendre? Tu as des enfants, Omar. Tu sais ce que ça représente. Justement, mes enfants vivent à Dubaï, dans notre monde, avec nos valeurs. Ils fréquentent l'école arabe le matin, l'école internationale l'après-midi. Ils parlent 4 langues et savent qu'ils sont des Al-Nasser avant d'être autre chose. Ton fils grandit dans un appartement miteux et appelle sa mère par son prénom. Il a 18 mois. Et dans 18 ans, que deviendra-t-il? Un Français comme les autres?
qui ne connaîtra rien de ses origines, qui dilapidera peut-être l'héritage de génération d'Al-Nasser? Le téléphone d'Omar sonna. Il décrocha, parla rapidement en arabe, puis raccrocha avec une expression sombre. Le ministre saoudien de l'énergie refuse de nous recevoir tant que le problème de succession n'est pas réglé. Il considère que ton absence remet en question la stabilité de nos accords. Karim sentit le poids de cette révélation. Les Saoudiens ne plaisantaient pas avec les questions familiales. Pour eux, un homme qui ne maîtrisait pas sa vie privée ne pouvait diriger des entreprises stratégiques. « Donne-moi encore quelques semaines, dit-il. « Quelques semaines ?» s'écria Omar. « Le conseil d'administration se réunit vendredi prochain. Si tu n'es pas là, s'il n'y a pas de plan clair pour ton retour, ils vont voter une restructuration. Et tu sais ce que ça veut dire ?» Karim le savait. Une restructuration signifiait qu'on le déchargerait de ses responsabilités opérationnelles, qu'on le cantonnerait à un rôle honorifique d'actionnaire. 30 ans de construction, d'efforts, de sacrifices réduits à néant. Il n'oserait pas. Détrompe-toi. Les temps ont changé. Les investisseurs institutionnels ne s'accommodent plus des dirigeants fantaisistes. Si tu veux garder ton influence, reviens avant qu'il ne soit trop tard. Omar se rassit et sa voix se fit plus douce. Je comprends que tu sois bouleversé par cette découverte. Moi aussi, si j'apprenais que j'ai un enfant caché. Mais il faut être réaliste. Cette femme, Camille, elle vit dans un monde différent du nôtre. Vous n'avez aucun avenir ensemble. Comment peux-tu dire ça? Parce que j'ai fait faire une enquête, avoua Omar sans le moindre remords. Camille Laurent, 28 ans, traductrice freelance, revenus irréguliers. Parents divorcés, père ouvrier à la retraite, mère institutrice. Un milieu respectable mais modeste. Penses-tu vraiment qu'elle puisse s'adapter à notre mode de vie, aux réceptions, aux voyages officiels, aux contraintes de sécurité? Karim serra les poings. Cette habitude familiale de vérifier les gens, de les réduire à des fiches signalétiques, l'écœurait. Elle n'a pas à s'adapter. C'est moi qui m'adapte. En vivant dans un appartement de 30 mètres carrés, en renonçant à tout ce pourquoi nous nous sommes battus, sois lucide, Karim. Cette lubie ne durera pas. Dans 6 mois, tu regretteras d'avoir sacrifié ton avenir pour un rêve impossible. Le téléphone de Karim vibra. Un message de Camille. Louis fait ses premiers pas tout seul. Il marche vers toi sur la vidéo que je t'envoie. Il ouvrit la vidéo et son cœur fondit. Louis, debout au milieu du salon de Belleville, lâchait sa chaise et faisait 3 pas hésitants vers son père qui l'encourageait hors champ. Puis il tombait sur les fesses, éclatait de rire et se relevait pour recommencer. « Qu'est-ce qui te fait sourire ?» demanda Omar, agacé. « Mon fils, il marche. » Omar regarda l'écran du téléphone par-dessus l'épaule de son frère. Il vit un appartement aux murs défraîchis, des jouets en plastique sur un tapis usé, et cet enfant qui titubait avec cette maladresse attendrissante des tout-petits. « Il te ressemble, » admit-il à contre-cœur. « C'est ce que disent tous ceux qui le voient. Alors ramène-le. Ramène-les tous les deux à Dubaï. Nous leur offrirons une vie décente, une éducation correcte. Tu pourras être père sans renoncer à tes responsabilités. Camille n'acceptera jamais. Tu ne le lui as jamais proposé sérieusement. Offre-lui un mariage, une place dans notre famille. Les femmes finissent toujours par accepter quand la proposition est assez généreuse. » Karim regarda son frère avec stupéfaction. Cette vision marchande des relations humaines, cette certitude que tout pouvait s'acheter, le révulsait. « Ce n'est pas une négociation commerciale, Omar. C'est ma vie. Et notre vie à tous, » explosa Omar. « Tu crois que je m'amuse à gérer seul toutes ces crises? Tu crois que maman ne souffre pas de voir ses fils se déchirer? Tu crois que nos employés, nos partenaires ne s'inquiètent pas de cette instabilité ?» Il se leva, ajusta sa veste et se dirigea vers la fenêtre. « J'ai réservé 2 places sur le vol de demain soir pour Dubaï. Une pour toi, une pour moi. Nous avons une réunion cruciale jeudi matin avec les Chinois. Si tu n'es pas dans cet avion, considère que tu renonces définitivement à ton héritage. » Karim ne répondit pas. Il regardait encore la vidéo de Louis, ses premiers pas maladroits qui marquaient une étape cruciale dans la vie de son fils. Des premiers pas qu'il avait failli rater, comme il avait raté tant d'autres choses. 48 heures, ajouta Omar en se dirigeant vers la porte. 48 heures pour choisir entre un caprice
et un empire. Quand il fut seul, Karim appela Camille. « Tu as vu la vidéo ?» s'exclama-t-elle dès qu'elle décrocha. Il était si fier, il a recommencé 10 fois pour être sûr qu'il savait vraiment marcher. « J'aimerais le voir ce soir », dit Karim d'une voix étrange. « Bien sûr, quelque chose ne va pas, tu as une drôle de voix. » Comment lui expliquer qu'il devait choisir entre elle et Louis d'un côté et tout ce qu'il avait construit de l'autre? Comment lui dire qu'Omar avait peut-être raison, que leur monde était trop différent pour coexister? Non, tout va bien. Je viens vers 8 heures. Parfait, Louis sera content. Il t'attend toujours pour son histoire du soir maintenant. Après avoir raccroché, Karim resta longtemps devant la fenêtre panoramique, regardant Paris s'étendre à ses pieds. Quelque part dans cette ville immense, dans un petit appartement de Belleville, un enfant de 18 mois l'attendait pour une histoire du soir. Et lui, il devait décider si cet enfant valait un empire. La réponse lui semblait évidente. Mais était-il assez courageux pour l'assumer? Chapitre 7, le climax du choix. La salle de conférence du Georges V bourdonnait de conversations feutrées en 3 langues. Costume sombre, montre de luxe, et cette tension particulière des réunions où se décident des millions. Omar avait organisé cette rencontre de la dernière chance. Les investisseurs chinois, les partenaires saoudiens et le conseil d'administration au grand complet. Tous attendaient une réponse de Karim. Il était 8 heures du matin. Dans 12 heures, l'avion pour Dubaï décollerait avec ou sans lui. Karim prit place au bout de la table ovale, conscient que tous les regards convergeaient vers lui. À sa droite, Omar affichait cette expression tendue des hommes qui jouent leur dernière carte. À sa gauche, Li Wei, le représentant du consortium chinois, consultait ses notes avec cette minutie caractéristique des négociateurs asiatiques. « Messieurs, » commença Omar, « nous sommes réunis pour clarifier la situation concernant la direction opérationnelle du groupe Al-Nasser. Mon frère va vous exposer ses intentions. » Karim se leva. Pendant des années, il avait dirigé des réunions similaires, pris des décisions qui engagèrent l'avenir de milliers d'employés, mais jamais il n'avait ressenti ce poids particulier, cette sensation que sa vie entière basculait sur les mots qu'il allait prononcer. « Messieurs, je vous remercie d'être venus. Je sais que ma récente absence a pu créer des incertitudes. » Il marqua une pause, regardant ces visages attentifs qui attendaient des réassurances, des engagements fermes, des garanties de stabilité. Il y a 3 semaines, j'ai découvert que j'étais père, un enfant de 18 mois dont j'ignorais l'existence. Cette révélation a bouleversé mes priorités. Un murmure parcourut l'assemblée. Dans le monde des affaires, les considérations personnelles étaient rarement évoquées avec une telle franchise. « Monsieur Al-Nasser, nous comprenons que les questions familiales soient importantes, mais nos investissements nécessitent une direction stable et présente. Pouvez-vous nous garantir votre engagement à long terme ?» Karim ferma les yeux un instant. La veille au soir, dans l'appartement de Belleville, Louis s'était endormi dans ses bras en murmurant « Baba ». Ce mot innocent, prononcé avec une confiance absolue, résonnait encore dans sa mémoire. « Monsieur Lee, puis-je vous demander si vous avez des enfants ? » « Oui, 2 filles, mais je ne vois pas le rapport. » « Accepteriez-vous de les voir grandir à distance, de rater leurs premiers mots, leurs premiers pas, leurs premières dents, pour des questions d'affaires? C'est différent. Mes filles vivent avec moi. Elles font partie de ma vie quotidienne. » « Exactement, » dit Karim. « Et c'est ce que je veux pour mon fils, qu'il fasse partie de ma vie quotidienne. » Karim, nous avons discuté de solutions. L'enfant peut très bien grandir à Dubaï, avec toutes les opportunités que cela représente. L'enfant s'appelle Louis, dit Karim d'une voix plus ferme, et sa mère s'appelle Camille. Ce ne sont pas des variables dans une équation financière. Le téléphone de Karim vibra sur la table. Un message de Camille. « Louis a de la fièvre. Rien de grave, mais il te réclame. Il dit qu'il veut que Baba chante la chanson. » Cette phrase simple eut l'effet d'une révélation. Louis le réclamait, non pas par habitude, non pas par caprice, mais parce qu'il avait besoin de lui, parce que dans son univers d'enfant de 18 mois, Baba était devenu synonyme de réconfort et de sécurité. Karim regarda tour à tour tous ces hommes en costume, ces titans de l'industrie qui brassaient des milliards sans sourciller.
Ils attendaient sa décision, sa soumission au système qu'ils représentaient tous. « J'ai une question pour vous, dit-il soudain. Combien d'entre vous se souviennent du moment exact où ils ont réalisé qu'être père était plus important que tout le reste? Le silence qui suivit était éloquent. Ces hommes avaient sacrifié tant de moments familiaux sur l'autel de leurs ambitions qu'ils avaient oublié ce que signifiait vraiment être parent. « Moi, je m'en souviens, » continua Karim. « C'était il y a une semaine. Mon fils avait de la fièvre. Il pleurait. Rien ne le calmait. Et puis j'ai chanté une berceuse en arabe et il s'est apaisé. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que tous vos milliards ne pourront jamais acheter. Une confiance absolue. » Il se dirigea vers la fenêtre, regardant Paris qui s'éveillait sous un ciel d'automne. « Vous voulez des garanties de stabilité ? Vous voulez savoir si je serai un dirigeant fiable? Je vais vous dire ce qui est stable, l'amour d'un père pour son enfant. Je vais vous dire ce qui est fiable, la promesse qu'un homme fait de ne plus jamais laisser son fils grandir sans lui. » Karim réfléchit. « Tu es sur le point de détruire 30 ans de construction. »« Non, » répondit Karim en se retournant vers l'Assemblée. « Je suis sur le point de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus important. » Il revint vers la table, posa ses mains à plat sur la surface laquée. « Messieurs, je vous présente ma démission de tous mes postes opérationnels au sein du groupe Al-Nasser. Je renonce à mes parts dans les filiales de développement. Je me retire des conseils d'administration où ma présence est requise. » La stupeur était générale. Omar était devenu livide. Li Wei consultait fébrilement ses documents. Les autres membres du conseil échangeaient des regards incrédules. « Tu ne peux pas faire ça, » murmura Omar. « Papa ne l'aurait jamais voulu. »« Ah, papa n'a jamais eu à choisir entre son empire et son enfant, » répliqua Karim. « Nous étions déjà là quand il a construit tout ça. Moi, j'ai 18 mois de retard à rattraper. » Il sortit son téléphone, composa le numéro de Camille. « Camille, c'est moi. Comment va Louis? Sa fièvre a un peu baissé, mais il continue de te réclamer. Tu peux venir? »« J'arrive, » dit-il en regardant droit dans les yeux tous ces hommes qui avaient dirigé sa vie pendant si longtemps. « J'arrive et je ne repars plus. » Il raccrocha, rassembla ses affaires. « La transition se fera dans les règles, » dit-il à Omar. « Tu as toujours été le meilleur d'entre nous pour les affaires. L'Empire sera entre de bonnes mains. »« Et nous ?» demanda Omar d'une voix brisée. « Nous, tes frères, ta famille ? Vous serez toujours ma famille. Mais maintenant, ma priorité, c'est la famille que j'ai créée. Monsieur Al-Nasser, cette décision nous met dans une position très difficile. Monsieur Li, vous m'avez dit avoir 2 filles. Dans 20 ans, quand elles auront des enfants, qu'est-ce qui vous semblera le plus important? Les contrats que vous avez signés aujourd'hui ou les moments que vous aurez passés avec vos petits-enfants? » Le Chinois ne répondit pas, mais quelque chose dans son regard suggérait qu'il comprenait. Karim quitta la salle sans se retourner. Dans le couloir feutré du Georges V, il croisa son reflet dans un miroir doré. Il portait encore ce costume sur mesure, cette montre hors de prix, tous ces symboles d'une réussite qu'il venait d'abandonner. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se reconnut vraiment. En sortant de l'hôtel, il envoya un message à Camille. « En route, dis à Louis que Baba arrive avec la chanson. » Puis, il éteignit son téléphone professionnel et le jeta dans la première poubelle. 30 minutes plus tard, il gravissait les 4 étages sans ascenseur de l'immeuble de Belleville, le cœur léger malgré l'ampleur de ce qu'il venait de sacrifier. Quand Camille ouvrit la porte, Louis dans les bras, l'enfant tendit immédiatement ses petits bras vers lui. « Baba !» s'écria-t-il avec un sourire radieux. Et Karim comprit qu'il venait de prendre la décision la plus importante de sa vie. « Ya Nour El Aini » chanta-t-il en prenant son fils. « Ya Habib Galbi » Dehors, Paris continuait sa danse éternelle, indifférente à ce milliardaire qui venait de tout perdre pour tout gagner. 6 mois plus tard, le printemps parisien transformait Belleville en un tableau impressionniste. Les cerisiers du square Julien-Lacroix explosaient de fleurs blanches, et l'air doux portait cette promesse de renouveau qui rend les Parisiens optimistes malgré eux. Karim remontait la rue de Belleville, un sac de course dans chaque main et Louis perché sur ses épaules. L'enfant babillait joyeusement, commentant tout ce qu'il voyait avec cette exubérance des 2 ans qui découvrent le monde. « Papa, regarde !»
s'exclamait-il en pointant un pigeon particulièrement corpulent. Gros oiseau? Énorme oiseau, renchérit Karim, et Louis éclata de rire. Course au marché de Belleville, petit déjeuner chez Ahmed, promenade dans le quartier, était devenue sa nouvelle routine. Plus de costumes sur mesure, plus de réunions à l'aube, plus de vols intercontinentaux. Juste un père qui faisait ses courses avec son fils sur les épaules. L'appartement avait changé, pas déménagé. Camille avait catégoriquement refusé qu'il loue quelque chose de plus grand, mais transformé. Des jouets partout, des dessins d'enfants collés sur le frigo, et cette atmosphère chaleureuse des foyers où la vie familiale prend toute la place. « Tu as pris les yaourts à la fraise ?» demanda Camille en les accueillant. « Et les petits beurres, et les compotes, et tout ce que monsieur réclame à corps et à cri » répondit Karim en déposant Louis au sol. L'enfant se précipita vers sa mère, lui racontant avec animation leur expédition matinale. Camille l'écoutait avec cette patience infinie des mères, traduisant son charabia en questions pertinentes. Karim l'observait, encore émerveillé par cette femme qui avait su créer un cocon de bonheur dans un 2 pièces de 30 mètres carrés. Elle portait un simple pull en laine et un jean délavé, mais elle lui semblait plus belle que toutes les femmes en robe de couturier qu'il avait côtoyées. « Au fait, dit-elle en rangeant les courses, ta mère a appelé. Elle aimerait emmener Louis au parc Monceau cet après-midi. » Les relations avec Leila s'étaient apaisées au fil des mois. La matriarche des Al-Nasser avait d'abord vécu la décision de son fils comme une trahison personnelle. Puis petit à petit, elle avait compris que Louis était désormais sa seule chance de perpétuer la lignée familiale. Elle s'était donc adaptée, apprenant à naviguer dans ce monde modeste mais chaleureux que son petit-fils habitait. « Et Omar ?» demanda Karim. « Des nouvelles ?» Il a envoyé une carte postale de Singapour. Les négociations avec les Malaisiens se passent bien. Apparemment, Karim hocha la tête. Son frère lui avait pardonné, mais leur relation restait tendue. Omar dirigeait maintenant l'empire Al-Nasser avec une efficacité redoutable, mais il ne comprenait toujours pas le choix de Karim. Pour lui, renoncer au pouvoir et à la fortune pour changer des couches relevait de l'aberration mentale. « Papa, on joue ?» demanda Louis en tirant sur le pantalon de son père. « Bien sûr, bonhomme. On joue à quoi ?»« Aux voitures. » Louis courut vers sa chambre, revint avec une collection hétéroclite de petites voitures en plastique. Karim s'installa par terre, oubliant instantanément que son dos de 42 ans n'était plus fait pour ce genre de contorsion. Camille les regarda jouer depuis la cuisine, un sourire attendri sur les lèvres. 6 mois plus tôt, elle n'aurait jamais imaginé cette scène. Karim, l'homme le plus riche qu'elle ait jamais rencontré, à genoux sur le tapis de sa cuisine, faisant vroom vroom avec des petites voitures à 2 €. La transformation avait été lente, parfois difficile. Karim avait dû apprendre la patience, découvrir que les enfants ne fonctionnent pas selon les logiques d'efficacité du monde des affaires. Il y avait eu des crises, des moments de découragement, des nuits où Louis pleurait sans raison apparente et où il ne savait plus quoi faire. Mais il était resté, chaque jour, chaque nuit, chaque moment difficile. Il était devenu ce père présent qu'il avait promis d'être. « Il faut qu'on parle », dit Camille en s'asseyant à côté d'eux. Karim leva les yeux, inquiet. Dans leur couple naissant, car oui, ils formaient maintenant un couple même si aucun mot officiel n'avait été prononcé, cette phrase annonçait généralement une conversation sérieuse. De quoi? De nous? De notre avenir? De ce qu'on construit ensemble? Louis, sentant la gravité du moment, abandonna ses voitures pour se blottir contre son père. Karim le prit sur ses genoux, respirant cette odeur de shampoing pour bébé qui était devenue son parfum préféré. « Tu regrettes ?» demanda Camille. « Tout ce que tu as abandonné, tout ce que tu as perdu ?» Karim réfléchit longuement. Regrettait-il les réunions dans des salles feutrées, les négociations tendues, l'adrénaline des gros coups financiers? Regrettait-il les voyages en jet privé, les suites palatiales, cette sensation de pouvoir qui accompagne la richesse extrême? « Tu sais ce que j'ai fait hier ?» dit-il finalement. « Quoi ?» J'ai passé 1 heure à regarder Louis empiler des cubes. 1 heure entière. Il les empilait, il tombait, il recommençait. Et j'étais fasciné, complètement hypnotisé par cette persévérance, cette joie pure qu'il avait chaque fois qu'il réussissait à mettre un cube sur l'autre.
Il resserra son étreinte autour de son fils. Dans mon ancienne vie, je n'aurais même pas remarqué. J'aurais été au téléphone, en train de gérer une crise ou de négocier un contrat. J'aurais raté ce moment parfait. Ce n'est pas une réponse, insista Camille. Si, c'en est une. Non, je ne regrette rien, parce que pour la première fois de ma vie, je suis exactement où je veux être. Camille sourit, mais il y avait encore de l'inquiétude dans ses yeux. Et financièrement, comment on va faire? C'était la question pratique, celle qu'ils évitaient depuis des mois. Karim avait encore quelques économies, des placements personnels qui lui assuraient une rente confortable. Mais il n'était plus milliardaire. Il était juste, aisé. « J'ai créé une petite société de conseil, dit-il. 3 clients pour l'instant, des PME qui veulent se développer à l'international. Ce n'est pas l'empire Al-Nasser, mais ça paie les factures. Et c'est suffisant? L'appartement modeste mais chaleureux, les jouets éparpillés, Camille en pull troué qui était la plus belle femme du monde, Louis qui s'endormait dans ses bras. Plus que suffisant, murmura-t-il. C'est parfait. Le soir venu, après le bain de Louis et l'histoire du coucher, Camille et Karim se retrouvèrent sur le petit balcon qui donnait sur les toits de Paris. La ville s'illuminait lentement et au loin, on apercevait les lumières de la tour Eiffel. « J'ai quelque chose à te dire, » dit Camille. « Je t'écoute, je t'aime. » C'étaient les premiers mots d'amour qu'elle prononçait depuis leur retrouvaille. Pendant des mois, ils avaient dansé autour de ce sentiment, l'éprouvant sans le nommer, le vivant sans l'avouer. « Moi aussi, je t'aime, » répondit Karim. « Vous deux, vous êtes ma vie. » Ils s'embrassèrent, et dans ce baiser se mêlaient tous les mois écoulés, toutes les difficultés surmontées, tous les bonheurs partagés. De l'intérieur leur parvint une petite voix endormie. « Maman, papa !» Louis les appelait, probablement pour un dernier câlin avant de s'endormir définitivement. Ils se regardèrent en souriant, unis dans cette complicité des parents qui savent que leur vie leur appartient désormais, moins qu'à ce petit être qui a besoin d'eux. « On y va ?» dit Camille. « On y va !» acquiesça Karim. En se dirigeant vers la chambre de leur fils, Karim songea à tous ces hommes en costume qu'il avait quittés 6 mois plus tôt. Ils négociaient encore des millions, signaient des contrats, brassaient des affaires. Lui, il allait border un enfant de 2 ans qu'il appelait papa, avec une confiance absolue. « Baba !» s'écria Louis en les voyant arriver. « Oui, bonhomme, je suis là. Tu chantes ? Je chante. » Et tandis que sa voix s'élevait dans la pénombre, fredonnant cette berceuse arabe qui était devenue leur rituel, Karim réalisa une vérité simple mais bouleversante. Le véritable luxe n'était pas de pouvoir acheter le monde, c'était d'avoir choisi de rester. Et ainsi se termine l'histoire de Karim Al-Nasser, qui découvrit que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la direction d'un empire, mais dans le fait de bercer son fils pour l'endormir en chantant des berceuses en arabe. Choix, car chaque jour, nous faisons des choix qui définissent qui nous sommes vraiment, et parfois la décision la plus courageuse est simplement de rester. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le mien, laissez ce petit like coquin, abonnez-vous à la chaîne et aidez-nous à atteindre les 0 abonnés, car les histoires d'amour véritables méritent d'être partagées.